Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. La République populaire de Chine vient d'annuler sa dette de la République démocratique du Congo échue jusqu'à 2020 de l'ordre de 180 millions de yuan, soit plus de 28 millions de dollars américains. C'est l'une des retombées de la rencontre ce mercredi au Palais de la Nation entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les conseillers d'État et ministres chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Aussi, le gouvernement chinois a apporté un appui financier de 100 millions de yuan, 15 millions de dollars américains pour soutenir des projets de développement et 2 millions de dollars américains au titre d'appui à la présidence congolaise de l'Union africaine. Après avoir passé en revue les relations sino-congolaises depuis les années 70 et la nécessité de les redynamiser sur plusieurs axes, les deux hommes d'État ont décidé de réactiver la commission mixte Chine-RDC dès le premier trimestre de cette année. La coopération en matière d'infrastructures, des mines et les relations Chine-Afrique ont aussi été évoquées. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est l'interlocuteur principal au nom du continent africain avec qui la Chine entend développer un partenariat privilégié. La Chine tient à accompagner le président de la République à réussir son mandat, ce qui explique cet appui financier. L'annulation de la dette devrait permettre à la RDC de lutter efficacement contre la pandémie de la COVID-19. Pas de rentrée des classes ce mardi 5 janvier 2021. Les élèves doivent prendre leur mal en patience en attendant le rapport d'évaluation de l'évolution de la pandémie de la COVID-19 par l'INRB. C'est ce qu'annonce le ministre d'État, ministre de l'EPST, Willy Bakonga, accompagné du vice-ministre Didier Boudimou à l'issue d'une réunion avec le comité multisectoriel de lutte contre la COVID-19, c'est lundi 4 janvier à l'Institut national de recherche biomédicale. Nous sommes venus échanger avec le comité multisectoriel de lutte contre la COVID pour voir un peu si réellement les enfants peuvent reprendre les cours demain et voir les indicateurs que ça donne. Est-ce que nous pouvons vraiment prendre ces risques-là de faire revenir les enfants à l'école? Mais ici, après analyse et échange, nous avons vu certainement que aujourd'hui, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, reprendre le cours demain, puisque la courbe est ascendante. Et vous savez, il y a beaucoup de cas, n'est-ce pas, de Covid qui sont déclarés, ça et là. Et vous savez que les enfants sont les vecteurs, n'est-ce pas, de cette maladie. Donc il faut lier la santé des enfants, la sécurité, n'est-ce pas, de la santé des enfants avec la Covid-19. Selon les experts de l'INRB, il n'est pas prudent d'envoyer les élèves à l'école alors que la pandémie est à sa phase ascendante avec un taux de contamination de 30%. La tendance est à la hausse. Quand nous considérons la semaine passée, qu'on n'a pas atteint les pics, mais les chiffres qu'on a la semaine passée dépassent les pics qu'on a eu la première vague. Cela veut dire que les virus circulent intensement. Donc il faut qu'on soit prudent. Le ministre de l'EPST rassure cependant sa détermination à prendre des mesures convenables devant toute forme d'éventualité pour que rien n'entrave la bonne marche des enseignements selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui place l'éducation en tête de ses priorités quinquennales. Un autre rendez-vous est pris entre les deux parties pour une évaluation de la situation dans 3 semaines.
Après 20 ans de prison ferme, Edi Kapand a retrouvé sa liberté ce vendredi 8 janvier 2021 suite à la grâce présidentielle signée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les cérémonies pénitentiaires de ce vendredi 8 janvier ont donné la liberté à Edi Kapand qui s'est vu adulé par une foule venue le soutenir et ont pris le chemin pour son domicile par un carnaval. Pour rappel, ce fut le 7 janvier 2003 que la Cour d'appel d'ordre militaire de Kinshasa a prononcé 30 condamnations à mort dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Edi Kapand, ancien aide-de-camp de l'ex-président Mouzé Laurent Désiré Kabila, est le principal condamné et le personnage central du procès. Lors du prononcé du jugement le 7 janvier 2003, Edi Kapand n'a affiché aucune émotion ni lorsqu'il est destitué et dégradé à la barre et dépouillé de ses galons, de sa ceinture et de son brevet vert. Parmi les 135 prévenus, 30 sont condamnés à mort, dont Edi Kapand, et 27 à la prison à vie. Tandis qu'une peine d'emprisonnement variant de 2 à 20 ans est infligée à près de 20 prévenus. Et une cinquantaine d'autres personnes furent simplement acquittées. Les organisations internationales de la défense des droits de l'homme avaient quant à elles estimé que la procédure suivie devant la cour d'ordre militaire s'était déroulée sur fond d'intimidation. Les avocats des accusés n'ayant pas eu accès à toutes les pièces de la procédure, pour elles, le procès n'avait été ni équitable ni transparent et la culpabilité des accusés n'avait pas été démontrée de manière irréfutable. Enfin, elle avait estimé qu'il demeurait de faits surprenants que la Cour d'ordre militaire de Kinshasa n'avait pas étayé. Les conclusions de l'expert en basilique et les légistes étaient surprenantes pour eux. Il paraissait scientifiquement impossible d'imaginer qu'une balle tirée à bout portant sur une tempe du président avec un pistolet Barabellum 9 mm reste incrustée dans la crâne. Pourquoi l'arme du crime n'a-t-elle jamais été retrouvée? Le témoin avait entendu 3 détonations et pourtant 4 traces de balles avaient été retrouvées sur le corps de Laurent Désiré Kabila. Autant de questions qui sont restées sans réponse jusqu'à ce jour. Et grâce à Félix Tshisekedi, Edi Kapand a regagné son domicile ce vendredi 8 janvier 2020 dans l'après-midi. La libération du colonel Edi Kapand le vendredi 8 janvier 2020 sur grâce présidentielle a réjoui plusieurs Congolais. Dans cet ordre d'idées, Jean Mangalibi, acteur de la société civile, salue cet acte posé par le président de la République qui intervient 20 ans après la mort de M. Laurent Désiré Kabila pour lequel il a été incarcéré. Jean Mangalibi demande aux bénéficiaires de cette grâce présidentielle à pouvoir se conduire de manière sage. La première chose, d'abord rendre grâce à Dieu. Parce que on a essayé de comprendre, il a toujours clamé son innocence, de voir libre, que Dieu soit avec lui, qu'il le fortifie, et puis que la sagesse de Dieu soit sur lui, sur la manière dont il va répandre sa vie. Ça c'est ce qu'on peut dire. Le reste là, c'est la communion qu'il a avec l'Éternel des armées. Donc ça c'est pas à nous de lui dire exactement ce qu'il doit dire, non. Ça c'est lui avec la relation qu'il a avec Dieu. C'est à lui de voir comment il va s'y prendre. Ce n'est pas à nous de lui donner des orientations. Il reste seul avec Dieu, Dieu lui donne des orientations. Il évolue, s'il doit aller en guerre, ça c'est lui. Il ne faut pas que les gens arrivent à lui faire pression. Voilà. Au sujet de l'union sacrée, Jean Mangalibi approuve ces concepts pour l'intérêt de la nation du moment où l'accord CACH-FCC n'existait plus. Par rapport à l'avancement du pays, ce n'est pas un problème. Voilà, ça c'est une bonne chose. Mais sachant que les lois sont là pour recadrer. Aujourd'hui, le souci, c'est l'intérêt général de tout le Congo et les Congolais. Là, c'est un point normal pour moi, ça ne m'a jamais dérangé. Okay. Ce qui nous dérangeait, c'était les accords FCC Cash qui dérangeaient. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Maintenant, c'est l'union sacrée. On peut leur souhaiter juste bonne chance. Et qu'en sachant là-bas, qu'il doit arriver à savoir que les lois sont là. Pour dire que tu vas là-bas, tu habites, tu vas aller au centre de rééducation.
4 janvier 1959, 62 ans après, la République démocratique du Congo se souvient encore de ces martyrs de l'indépendance. Ces jours-là, Kinshasa, à l'époque Léopoldville, connaît des émeutes qui éclatent dans tous les sens. Sur la place Imka, les autorités coloniales ont interdit la manifestation aux membres du parti politique Alliance des Bas-Congo, ABACO. Du côté du stade Tata Raphaël, la défaite de l'AS Vita Club contre Mikado, une équipe appartenant à la compagnie belge Sabena, au stade Tata Raphaël, va susciter de vives contestations. Les militants de l'ABACO s'associent avec les supporters déçus du V-Club. La répression sera brutale. Ces manifestations feront état de 49 morts selon le bilan officiel, alors que les partis de Kasavubu évoquent des centaines de morts. Colère, déchaînement, ces événements ont déclenché l'accélération du processus de l'indépendance du Congo belge, aujourd'hui la République démocratique du Congo. Ce jour-là du 4 janvier 1959, tout juste vers 16h30, nous, jeunesse à Bako, on s'est trouvés de ce côté-là. Quand Kasavubu a pris la parole, ici où je suis, après la parole, que le meeting est annulé, il n'y aura plus, nous, jeunesse à Bako, accompagné le président pour lui déposer chez lui à domicile. Chose grave, les familles qui ont perdu les leurs depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui continuent encore à revendiquer leur indemnisation et souhaitent voir des monuments érigés en leur faveur. La commission communication des risques et engagement communautaire CREC ne ménage aucun effort pour la sensibilisation des différentes organisations dans la lutte contre la deuxième vague de la COVID-19. Après le briefing des responsables des confessions religieuses, c'est le tour des responsables des entreprises et établissements commerciaux d'être outillés afin de faire face à cette deuxième vague de la pandémie plus meurtrière que la première. Une occasion pour la présidente de la commission communication des risques et engagement communautaire CREC, Marie-Claire Fouello, de faire le point sur le respect strict des mesures barrières au sein des entreprises en vue de prévenir et réduire les risques de transmission du coronavirus. Ensemble avec vous. Et nous voulons qu'à votre niveau, vraiment, vous soyez les premiers superviseurs. Donc, il faut suivre, il faut organiser la supervision. Il faut vraiment organiser la supervision, le suivi. Nous n'avons pas le droit de changer. Faisons la différence. L'union, moi j'appelle ça maintenant l'union sacrée pour arrêter la COVID. Présent à cette rencontre, le secrétaire général à la prévoyance sociale a réitéré sa disponibilité de faire large écho. Une satisfaction totale pour les participants qui encouragent la CREC à continuer dans cette lancée afin de réduire les risques de contamination de la COVID-19. La centrale de Sanga dans le Congo central, dont la construction a démarré en 1930 et les deux premiers groupes ont été mis en ligne en 1932 avant son inauguration officielle en 1950 avec 6 groupes pour une capacité de 12 MW comme le centre de formation connaît aussi un vent nouveau avec sa réhabilitation. Cette centrale hydroélectrique avec sa capacité de 12 MW peut produire une énergie capable d'alimenter plus ou moins 4 cités à la hauteur de la cité de Kasangulu qui bénéficie d'ailleurs de l'énergie électrique provenant de ces barrages, une capacité non négligeable. Julien Kitenge, chef de la centrale de Sanga, explique ici la nature et le chronogramme des travaux à effectuer sur ces barrages. Initialement, cette centrale, quand elle avait été construite, elle alimentait Gombe et une partie de Sanga ici et Zongo. Ce n'est qu'après, avec la construction en 1955-60, la construction des Zongo, qu'on a interconnecté ces deux centrales et qu'on a élargi les champs d'alimentation à Kinshasa. Après, il y a eu des problèmes de maintenance et la centrale s'est retrouvée isolée du réseau et n'alimentait que Sanga. Mais il y avait toujours un service minimum de maintenance
qui était toujours là pour essayer de garder les machines en bon état. Malheureusement, il y a eu des petits problèmes qui ont fait que certains groupes étaient tombés en panne. Donc actuellement, après des années, en 2017, il y a eu, la hiérarchie a décidé d'initier un projet de réhabilitation. Donc la première phase de réhabilitation qui a porté sur les 3 groupes. Le groupe 1, et le groupe 4 et le groupe 6. Le groupe 6 a été réhabilité, c'était le premier d'ailleurs qu'on a réhabilité en 2017. En 2018, on a ajouté le groupe 1 et le groupe 4. Ça, c'était la première phase qui a aussi permis aux postes qui étaient hors service de rentrer aussi en service et de permettre l'interconnexion entre Sanga et Zongo, Inga et tous les réseaux ouest. Donc c'est qu'en 2018 que cette centrale s'est retrouvée encore à la production, alimentant Kasangulu et Gombe Matadi. Fin de cette session d'information rétrospective. Merci de l'avoir suivi et déjà bon début de semaine à tous.